Alors, je vais essayer de vous raconter comment apparaissent certains invariants en géométrie et je vais essayer de donner une méthode uniforme qui permet de faire apparaître la plupart des invariants que l'on connaît en géométrie. Je trouve ça assez joli. J'ai appris ça par Michel Audin, qui est une grande géomètre, et je vais essayer de transmettre en respectant son enseignement du livre Géométrie de Michel Audin. L'idée, c'est la suivante. Alors, donc, invariant, j'écris invariant en géométrie. L'apparition, comment les invariants sont apparus. Alors évidemment, on refait le film, c'est pas comme ça qu'ils sont apparus dans l'histoire, on les refait apparaître, mais par une méthode uniforme. Et je vais vous expliquer, on va prendre G, un groupe, vous voyez déjà, ça prouve qu'on est déjà au moins au 19e siècle, qui agit sur un ensemble X, d'accord, et de façon transitive. Voilà. Alors, ça veut dire que dès que X et Y sont dans grand X, eh bien, il existe petit g dans grand G, tel que g.x égale Y. Voilà. G est assez bien fourni pour envoyer un élément X vers un autre élément Y. Alors, bah oui, alors s'il le peut, est-ce qu'il peut le faire deux fois? Ce qu'on appelle la double transitivité. C'est-à-dire, si on se donne x, x' maintenant, est-ce que, et y, y', maintenant je dédouble, est-ce que je peux trouver G, dans grand G, qui va envoyer ce couple-là vers ce couple-là? Ce qui veut dire, en gros, qui va envoyer x sur y et x' sur y'. Alors évidemment, si par exemple x et y sont distincts et que y égale y', c'est même pas la peine de l'imaginer. Pareil, si x égale x', bah forcément, si je passe par g, on aura y égale y'. Donc il faut les supposer distincts. D'accord ? Supposons que ce soit vrai. Et bien, par récurrence, il y aura bien un moment, G, il ne peut pas être assez gros pour le faire beaucoup de fois, et au bout d'un moment, il va y avoir un truc intéressant qui va se passer. Et ça, c'est ce qui explique, voilà, vous allez avoir x1, x2, xn, et on va pouvoir envoyer sur y1, y2, yn. Alors on prend les xi 2 à 2 distincts, et pareil, 2 à 2 distincts. Imaginons que ça marche jusqu'à n, et à un moment, ça ne va plus marcher. À n plus 1, il y a un accident, et g n'est pas assez gros. Il va dire, ben non, je peux plus assumer, je peux pas faire tout à la fois, j'ai pas 4 bras. Voilà, bon. Et là, ici, alors ça s'appelle la n-transitivité, hein. Je précise un petit peu la nomenclature. Ça veut dire que G agit de façon n-transitive sur X. Bon, alors j'avais fait un petit peu des vidéos sur Iwasawa et le lien entre la n-transitivité et la simplicité des groupes. C'est un truc très très joli que je conseille de regarder. Et ici, là, je vais avoir impossibilité. Et maintenant, quand G va agir sur x puissance n plus 1, eh ben, il va découper x puissance n plus 1 en orbite. Et donc, chaque orbite on va pouvoir essayer de définir un invariant. Et c'est comme ça que les invariants apparaissent en géométrie. Je vais donner un exemple extrêmement simple de ce phénomène. Je vais prendre SO2 qui agit transitivement
Donc ici, c'est 1 transitivement, hein, c'est n égale 1, sur le cercle. D'accord? Ça veut dire quoi? Donc vous avez le cercle comme ça, et vous allez prendre un vecteur ici, V, un vecteur ici, W, évidemment, je peux trouver une rotation, ça c'est la rotation SO2, hein. Je peux envoyer une rotation qui envoie V sur W, le tout c'est, voilà, je mets ma rotation. Mais maintenant, bah ok, on y va, est-ce que SO2 agit de façon 2 transitive? Ok, bah non, d'accord? Donc ici, je reprends mon cercle, je veux envoyer deux vecteurs, d'accord? U1 et U2, par exemple, sur deux vecteurs V1 et V2, d'accord? Quand je fais des calculs, je remarque que déjà, il y a un signe, comme quoi il va y avoir un accident au coup prochain. Le signe, c'est que ici, il agit de façon simplement transitive. C'est-à-dire qu'il envoie V sur W, mais il existe un unique G qui envoie V sur W. C'est la rotation qui envoie V sur W, elle est unique. Ben ouais, c'est déjà un signe de faiblesse, c'est un signe qu'il était déjà au bout de sa vie, le groupe. Hein. Donc maintenant, quand on va lui en demander deux, ça va coincer, d'accord? Et donc on va avoir un invariant. Quel est cet invariant? Deux vecteurs, un couple de vecteurs, vont être envoyés par une rotation ici sur un autre couple de vecteurs, s'ils forment le même angle orienté. Alors, il faut faire toujours attention dans ces histoires qu'il n'y ait pas un serpent qui se morde la queue. Est-ce qu'on a défini les angles avant les rotations ou les rotations avant les angles? Mais ici, je commence mon histoire avec G égale SO2, c'est-à-dire SO2, l'ensemble des matrices qui vérifient A transposé A, les matrices de 2 qui vérifient A transposé A égale identité. Donc, j'attaque pas les choses avec les angles. Je n'ai pas l'histoire des angles derrière moi. Je l'ai devant, d'accord? Et donc U1, U2 va être dans la même orbite que V1, V2, ça va définir un ensemble d'orbites, et cet ensemble d'orbites, c'est ce que je vais appeler, donc la même classe, c'est un angle. Donc, premier invariant, c'est l'angle orienté que l'on crée comme ça. Maintenant, je vais m'amuser à effacer le S ici. Et je vais faire O2 agit transitivement sur S1. Maintenant, je peux envoyer U1, U2 par une symétrie et envoyer θ sur moins θ, en quelque sorte. D'accord? L'angle que va faire U1, U2 par rapport à l'angle que va faire U2, U1, ça va être moins. Donc, là maintenant, quand on va regarder O2 agit sur S1 croix S1, deux vecteurs, un couple de vecteurs plutôt, va être dans la même orbite qu'un autre couple de vecteurs, s'ils définissent le même angle, mais non orienté cette fois-ci. Voilà. Donc là déjà, on a vu que les angles apparaissaient selon ce formalisme. D'accord? Mais regardez, on peut continuer. On est sur... on peut regarder sur... On est sur un corps, K, et on regarde... Donc ça, c'est un corps, K étoile, qui agit sur... Donc K étoile multiplie, hein, qui agit sur K étoile. Ok. Il agit transitivement, par multiplication. C'est-à-dire qu'on a un K qui va agir sur H par K fois H. Il agit transitivement. Maintenant, je veux voir si K étoile, du coup, on commence à comprendre, hein, agit
sur, alors on va prendre K, donc sur les couples, H1, H2. Et je vais avoir H1, H2. Est-ce que je peux envoyer H1, H2 sur H'1, H'2? D'accord? Toujours pareil. Ça veut dire K H1 égale H'1 et K H2 égale H'2. Donc ça veut dire que H2 sur H1 doit être égal, alors ici H2 sur H1, étant donné que H'1 sur H1 est égal à H'2 sur H2, ça va me donner que H2 sur H1 est égal à H'2 sur H'1. Et en fait, on a un invariant qui est important, hein, qui s'appelle le rapport. Le rapport, c'est le logos depuis la Grèce antique. Quand même, c'est un invariant important. D'accord ? Pareil, on va regarder, là maintenant je vais monter en puissance. Après K étoile, je vais regarder l'ensemble des applications qui vont de K étoile, de K dans K, et qui à T donne AT plus B. Alors pour que ça forme un groupe, il faut que ce soit du groupe, vous voyez que c'est des applications affines, le groupe affine, donc on va prendre avec A, B, A dans K étoile et B dans K. D'accord ? Ça va former un groupe. Eh bien, vous vérifierez que, évidemment, c'est transitif. D'accord ? Alors, on le fait, hein, donc K, on peut toujours envoyer n'importe quel élément de K sur n'importe quel élément de K par un truc de la forme AT plus B. Ça, c'est évident. C'est doublement transitif. On peut toujours envoyer, puisqu'on a deux paramètres, on peut toujours envoyer deux éléments sur deux autres éléments distincts. Bon, ça va marcher. Mais maintenant, eh ben, ouais, tant que je gagne, je joue. Hein. Est-ce que ça va être 3 transitifs? D'accord? Est-ce que sur là ici, je vais essayer d'envoyer A, je vais les appeler H1, H2, H3. Est-ce que ça peut être envoyé sur H'1, H'2, H'3? Là, ça va être difficile parce que lui, il a que 2 types pour assurer le service, quoi. Hein, donc, sur 3, ça va être difficile. Donc, le bon invariant, ça va être un espèce de rapport, mais de rapport affine. C'est-à-dire H3 moins H1 sur H2 moins H1 doit être égal à H'3 moins H'1 sur H'2 moins H'1. Je ne vais pas faire le calcul, mais on vérifie qu'il faut qu'il y ait... Alors, ça ne s'appelle pas le birapport, mais on pourrait l'appeler le birapport, parce que la soustraction est un rapport. Dans le sens que c'est un rapport pour la loi plus. Alors que la division, c'est un rapport pour la loi multiplie. Donc, il y a un rapport des rapports. Mais comme ce n'est pas les deux fois les mêmes lois, on l'appelle pas le birapport. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue. Alors, on va prendre cette fois-ci le groupe G, c'est le groupe qui va alors K dans K, alors là on va, et qui va être de la forme T donne AT plus B sur CT plus D. Ça s'appelle des homographies, d'accord? C'est pas défini sur tout K, mais bon, on regarde ça comme des fonctions sur une partie de K, moins quitte à enlever un point.
Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va appliquer ce principe enseigné par Michel Audin, et qui dit, bah, ouais, c'est un transitif, ok. Deux transitifs, pareil, ok. Puisque de toute façon, on voit bien que ça va être deux transitifs, puisque déjà là, c'était deux transitifs. Hein. Vous voyez, on a 4 paramètres. Ça, c'est un groupe. Hein. Quand on compose et qu'on inverse, alors il faut bien sûr, de la même manière qu'ici, on avait pris A dans K étoile, il faut prendre AC, BD, le déterminant ici, différent de 0. Hein. Faut que le déterminant soit différent de 0. Deux transitifs, ben oui, puisque ça contient le groupe affine, donc ça va être deux transitifs. Trois transitifs, et ouais. Mais là, cette fois-ci, il est au bout de sa vie parce qu'il est simplement trois transitifs. Il peut envoyer ce qu'on appelle un repère projectif, c'est-à-dire un triplet de points 2A2 2A2 distincts, pardon, sur un triplet de points 2A2 distincts. Voilà, ça on peut montrer ça. Donc, bah, on va avoir, bah, on va dire, bah, maintenant on va attaquer les 4. Il ne va pas pouvoir envoyer. Alors, est-ce qu'il peut envoyer, on va appeler A, B, peut-être que ici c'est mauvais, je vais appeler H1, H2, H3, H4. Est-ce qu'il peut l'envoyer sur H'1, H'2, H'3, H'4? Voilà. Et là, il ne va pas pouvoir en général, donc il va subdiviser K puissance 4 en réunion d'orbites, puisque c'est un groupe, hein, lui c'est son boulot de subdiviser. Il n'y a qu'une seule orbite si c'est transitif, mais sinon, si ce n'est pas transitif, il y a plusieurs orbites. Donc chaque orbite, on va lui associer un invariant, et le bon invariant, c'est ce qu'on appelle le birapport. Donc là, on obtient, et là, le birapport, c'est H3 moins H1 sur H3 moins H2, H3 moins H2 divisé par H4 moins H1, ou ici, bon, plus classiquement, on met H2 divisé. On utilise le divise pour qu'il y ait plus de symétrie ici, H4 moins H1. Et ça, c'est ce qu'on appelle le birapport de H1, H2, H3 et H4. Voilà. Et on obtient ce birapport. Alors, maintenant, vous allez me dire, si on allait encore plus loin, c'est-à-dire si on regarde l'action de G sur K5, on ne va pas le faire, mais ça ne va pas nous apporter un invariant supplémentaire. Regardez par exemple, je reviens ici là-dessus. On a un cercle, d'accord? Et on regarde SO2 qui agit sur le cercle. On a vu que c'était un transitif, mais que ce n'était pas deux transitifs. Voilà. Et maintenant, on se dit, je vais rajouter un troisième vecteur. Est-ce que ça va m'ajouter des invariants en plus? À quelles conditions je peux envoyer trois vecteurs sur trois autres vecteurs? Il suffit que je regarde les angles 2 par 2. D'ailleurs, ici, j'ai besoin que de deux angles pour décrire mon invariant pour trois vecteurs. Je peux toujours, si ici j'ai θ1 et θ2 ici, je pourrais toujours envoyer sur trois vecteurs, par un élément de SO2, sur trois vecteurs qui vérifient exactement les mêmes angles. D'accord? Donc, c'est pas en ajoutant, une fois qu'on a passé le cap de la transitivité, on le passe qu'une seule fois. Après, on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le cap. Donc ici, il n'y aura pas un rapport plus important si je regarde sur K5. Il suffira que je regarde mes 5 éléments 4 par 4 et que je vérifie leur birapport 4 par 4 pour avoir quelque chose. Alors maintenant, sur le gâteau quand même, on va prendre le cas où G, c'est les homographies, donc ça,
de C. D'accord? Donc là, c'est autre chose. Et grâce au fait qu'il y a un birapport qui est conservé, il y a quelque chose qui est bien connu, qui dit que G agit sur l'ensemble. Alors, cet ensemble, je vais essayer de le préciser, il va transformer un cercle, soit sur un cercle, soit sur une droite. Ou une droite, soit sur un cercle, soit sur une droite. Et en fait, C, il est vu comme, il faut imaginer qu'on rajoute à C l'infini, et ça s'appelle la sphère de Riemann. D'accord? Et finalement, une droite, c'est rien qu'un cercle qui passe par l'infini. D'accord? Et ça s'appelle les cercles projectifs. Ça veut dire quoi un cercle projectif? Ça veut dire que c'est soit un cercle de C, un bon vieux cercle de C, qui est vu comme le plan euclidien, ou une droite. Et finalement, ça veut dire pourquoi projectif? Parce que faut imaginer une projection stéréographique de la sphère sur le plan, et elle a pris un espèce bon, on peut imaginer comment ça s'appelle, un parallèle qui lui passait par, ou plutôt un parallèle qui passait par le pôle Nord et qui est devenu une droite. D'accord? Voilà. Eh bien, il agit, le groupe des homographies, donc ces trucs-là, on peut toujours, donc ça envoie un cercle projectif, donc un cercle droite, en un cercle droite. Et ça agit transitivement. D'accord? Et là, l'idée c'est, et si on a deux cercles? Est-ce qu'il peut envoyer deux cercles projectifs sur deux cercles projectifs? Non, on se dit que deux cercles, il y a trop de paramètres. Un cercle, c'est 3 points. D'accord? Alors que là, c'est 4 complexes, mais modulo. En fait, c'est modulo homothétie, donc il faut enlever une dimension. Donc on voit qu'un cercle, c'est bien assez bon pour le groupe, mais deux cercles, ce sera trop fort pour le groupe. Il n'a pas assez de dimensions pour pouvoir envoyer deux cercles sur deux cercles. Donc on sait qu'on va avoir un invariant qui va arriver, et cet invariant, ça s'appelle l'invariant analagmatique de deux cercles. Et en fait, analagmatique de deux cercles. C'est quoi? Votre cercle, il va avoir un rayon, un centre oméga et un rayon R. Vous allez avoir votre deuxième cercle. Alors, vous voyez bien que si les deux cercles s'intersectent, d'accord, eh ben, il va envoyer deux cercles qui s'intersectent forcément aussi. Le groupe de transformation, il va envoyer deux cercles qui s'intersectent en deux cercles ou droites, mais qui s'intersectent. Bien. Eh bien, l'invariant de deux cercles, donc on a deux cercles finalement, bon, je vais les faire qui s'intersectent, ici oméga prime et là R prime. L'invariant de deux cercles, ça va être, regardez, R2 plus R'2 moins la distance oméga prime carré divisé par 2R prime. Et on obtient un magnifique invariant qui va nous dire si on peut envoyer deux cercles sur deux autres cercles. Alors ça, dans des problèmes, c'est magnifique, parce que si le truc, c'est que on peut envoyer, ça veut dire qu'on peut envoyer deux cercles, par exemple, s'ils ne s'intersectent pas, on peut toujours les envoyer sur deux cercles qui sont concentriques, comme ça, qui ne s'intersectent pas et qui sont concentriques. On peut toujours envoyer aussi sur des droites parallèles, ou des droites des cercles qui s'intersectent, on peut les envoyer sur des droites séquentes, ou des choses comme ça. Ça permet d'avoir des transformations qui nous ramènent des problèmes géométriques à d'autres problèmes beaucoup plus simples. Et ça, c'est grâce à l'invariant analagmatique. Je vais quand même terminer sur un truc magnifique qui va
on va voir qu'on peut avoir avec ça les réduites de Jordan. Les matrices de Jordan. Avec ce principe de Michel Audin. Alors ça je l'ai remarqué ce matin, donc c'est tout nouveau, j'espère que ça va bien marcher. Alors, on a GLN de C, 3 GLN de C, c'est un groupe, c'est le produit direct hein, des deux groupes. Il agit sur GLN de C. En fait, il agit sur Mn de C, c'est l'action de Steinitz. Alors, l'action de Steinitz, ça veut dire que PQ va agir sur A par P à Q-1. L'action est évidemment transitive. On n'aurait même pas besoin de deux groupes, on n'a besoin que d'un groupe. On peut toujours envoyer A sur B, par une matrice P. Il suffirait de prendre B A-1, et puis ici, identité, d'accord? Si vous prenez B A-1, et ici, identité, ça va envoyer A sur B. Donc c'est transitif. Maintenant, je prends AB, voilà, et je veux envoyer PQ, donc ça va être PA Q-1, je fais agir maintenant sur GLN de C, croix GLN de C, quoi. Puisque je peux une fois, j'essaie de le faire deux fois. Qu'est-ce que ça va me donner comme invariant? D'accord? P, B, Q-1. Mon problème, c'est que je me donne A', B', un couple de matrices. Est-ce qu'il existe PQ qui va m'envoyer AB sur, ici, ça égale ça, et ça égale ça? Alors là, l'équation, elle devient un peu compliquée. Alors, l'idée, c'est la suivante. Et on va voir que le truc, c'est le théorème, c'est que A et B va être dans la même orbite que A', B', si et seulement si B A-1 et B' A'-1 ont la même réduite de Jordan. Ouais. Sont semblables, donc ont la même réduite. De Jordan. Voilà. Et ça va être ça, l'invariant donné par l'invariant géométrique donné par... Alors je vais essayer là ici de faire une petite preuve. On va montrer que si AB, BA-1 est égal à une certaine S, J, S-1, ouais, on va mettre S-1, J, S, donc est semblable à J, où J est une réduite de Jordan. Donc comme on est sur C, on a toujours une réduite de Jordan qui est unique hein, dans l'orbite de conjugaison, de similitude de Jordan. Alors pour notre action, AB va être dans la même orbite que l'identité et J. D'accord ? Alors je vais essayer de le montrer. D'abord, je sais que PAQ-1, il existe PQ-1 tel que c'est égal à IN. Donc on fixe P et Q, d'accord, quitte à prendre P égale A-1 par exemple et Q égale identité, j'aurai IN. Donc déjà, je peux toujours me ramener ici à ça. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la matrice, on choisit le couple
ce S-là, d'accord? Et S, P-1, Q. On va quand même faire une petite prière, que ça va être égal à INJ. Alors allons-y. Ça veut dire qu'il faut que je calcule SA, S, P-1, Q-1. Il faut que ça fasse l'identité. D'accord? Donc ici, je calcule, ça fait SA, Q, P, Q-1, pardon, P, S-1. D'accord? Mais A, Q-1, d'accord? Si je multiplie par P-1 ici et par P ensuite à droite, je vois que ça fait l'identité. D'accord? Ça implique que AQ-1 est égal à P-1. Et maintenant, je multiplie par P à droite. Donc ça fait l'identité. Donc ça fait l'identité. C'est bon? Donc maintenant, SB, SP-1, Q-1, ça va faire quoi? Ça va faire SB, Q-1, P, S-1. Mais B, c'est égal à B, A-1, A. D'accord? Et je reprends Q-1, P, S-1. Okay? Mais A, Q-1, P, ça c'est l'identité, on l'a vu. Et S, B, A-1, S-1, ça fait J, d'après ça. Oh. Donc je suis tombé sur l'invariant J. Est-il unique dans l'orbite? Est-ce que c'est un invariant total maintenant? Ça c'est la dernière question qu'on va se poser. Et donc, ouais, ça va être un invariant total. Pourquoi? Parce que si j'ai IN et J dans la même orbite que IN et J', d'accord? Ça veut dire que j'ai P et Q tel que P, IN, Q-1 égale IN et P, J, Q-1 égale J'. Et bien ça me fait P égale Q. Et ça me fait PJ, P-1, puisque P égale Q égale J'. Donc ça veut dire que J égale J', parce que par définition, Jordan, c'est unique. Deux matrices de Jordan semblables sont égales. Donc c'est bien unique. Et l'histoire, en fait, de Jordan, lyonnais. Yes. 69. 69, le Rhône, voilà. Eh bien, en fait, Jordan, c'est comme ça qu'il a trouvé les matrices de Jordan. C'était pas des classes au départ, ce résultat que se sont disputés Jordan et Kronecker. Eh bien, c'était pas des classes de similitude de matrices, mais c'était des classes d'équivalence de couple de matrices. C'est exactement ce qu'on fait là. Après, dans un cadre un peu plus général, mais c'était ça son théorème, sur lequel il y a eu une petite dispute entre la France et l'Allemagne. Ah, voilà. Maintenant, ça va on est amis. Et ça se termine bien.